Or, la fortune fit que Meglin partit dans les collines à la recherche de métaux, et allant seul par les montagnes, il fut pris par des orques qui rôdaient en cet endroit, et ils lui eussent causé maux et blessures terribles, sachant qu'il était du peuple des Gondoltlim. Ceci se produisit cependant sans que les guetteurs de Tuor en eussent connaissance. Mais le mal entra dans le cœur de Meglin, et il dit à ses ravisseurs « Sachez donc que je suis Meglin, fils d'Éole, qui eut pour épouse Isfine, sœur de Turgon, roi des Gondoltlim. » Mais ils dirent « Et qu'est-ce que cela pour nous ?» Et Meglin répondit « C'est beaucoup pour vous, car si vous me tuez, que ce soit vite ou lentement, vous perdrez d'importantes nouvelles concernant la cité de Gondolin que votre maître aurait grand plaisir à entendre. » Alors les orques retinrent leurs mains et dirent qu'ils lui laisseraient la vie si les choses qu'il leur révélait semblaient le mériter. Et Meglin leur raconta tout sur la disposition de cette plaine et de la cité, et de ses enceintes, et de leur hauteur, et de leur épaisseur, et de la valeur de ses portes. De l'armée de soldats qui obéissait maintenant à Turgon, il parla, et de la réserve d'armes innombrables rassemblées pour leur équipement, des engins de guerre et des feux vénéneux. Alors les orques devinrent furieux, et ayant entendu ces choses, furent encore d'avis de le tuer sur le champ comme quelqu'un qui accroîtrait le pouvoir de son peuple misérable avec impertinence pour railler la grande puissance et la force de Melko. Mais Meglin, se raccrochant à un fétu de paille, dit « Ne croyez-vous point que vous seriez agréable à votre maître si vous rameniez à ses pieds un captif si noble, qu'il pût entendre mes nouvelles de lui-même et juger de leur véracité ?» Or cela sembla bien aux orques, et ils s'en retournèrent des montagnes qui entouraient Gondolin vers les collines de fer et les sombres palais de Melko. Ils traînèrent Meglin avec eux, et maintenant il était terrifié. Mais lorsqu'il s'agenouilla devant le trône noir de Melko, pris d'effroi à la vue des formes menaçantes qui l'entouraient, des loups qui étaient assis sous cette chaise et des vipères qui s'entortillaient autour de ses pieds, Melko lui ordonna de parler. Alors il raconta ses nouvelles, et Melko l'écoutant lui parla fort doucereusement, si bien que l'insolence de son cœur lui revint en grande partie. Or la conclusion de ceci fut que Melko, aidé par la ruse de Meglin, conçut un plan pour écraser Gondolin. Pour lui, la récompense de Meglin devait être une grande capitainerie parmi les orques. Pourtant Melko n'avait point l'intention en son cœur de tenir une telle promesse. Mais Melko devait brûler Tuor et Eärendel, et Idril devait être donné à Meglin, et de telles promesses, cet être maléfique les accomplissait volontiers. Mais en récompense d'une traîtrise éventuelle, Melko menaça Meglin du tourment des Balrogs. Or ceux-ci étaient des démons munis de fouets de feu et de griffes d'acier, par l'entremise desquelles ils tourmentaient ceux des Noldoli qui osaient lui résister en quoi que ce fût. Et les Eldar les ont nommés Malkarauki. Mais le conseil que Meglin donna à Melko était que l'armée entière des orques ou les Balrogs, dont leur férocité, ne pourrait jamais espérer mettre à bas les portes et les murailles de Gondolin, même s'ils pouvaient réussir à gagner la plaine alentour. C'est pourquoi il conseilla à Melko de concevoir par ses sorcelleries un secours pour soutenir l'effort de ses guerriers. De l'étendue de sa richesse en métaux et de ses pouvoirs de feu, il le poussa à façonner des bêtes comme des serpents et des dragons dont la puissance serait irrésistible, afin qu'ils rampassent au-dessus des collines encerclantes et arrosassent cette plaine et sa douce cité de flammes et de mort. Alors il fut ordonné à Meglin de s'en retourner de crainte que devant son absence, les gens ne suspectassent quelque chose. Mais Melko tissa autour de lui le sort de terreur sans fond, et il n'eut ensuite plus jamais bonheur ou tranquillité en son cœur. Néanmoins, il afficha un joli masque de bonne aloi et de gaieté, de sorte que les gens dirent « Meglin s'est adouci », et on le tint en moindre défaveur. Pourtant, Idril le craignit d'autant plus. Or, Meglin dit « J'ai beaucoup peiné, et j'ai l'esprit à me reposer et à me joindre aux danses et aux chants et aux réjouissances du peuple. » Et il n'alla plus aux carrières de pierre ou de métaux dans les collines, mais en vérité, il cherchait à enfouir ainsi sa crainte et son agitation. Il était possédé par l'effroi que Melko fût toujours proche, et ceci provenait du sort, et il n'osa plus jamais se rendre dans les mines, de peur de rencontrer à nouveau les orques et d'être convoqué une fois de plus vers les terreurs des palais des ténèbres. Or, les années passent, et encouragé par Idril, Tuor poursuit toujours son forage secret, mais voyant que les troupes d'espions se sont éclaircies, Turgon séjourne en plus grande aise et en moindre crainte. Pourtant, Melko consacre ses années à la fermentation du labeur, et tout le peuple d'esclaves Noldoli doit creuser sans cesse pour récolter les métaux, tandis que Melko siège et conçoit des feux et appelle des flammes et des fumées à remonter des chaleurs des profondeurs. Et il ne souffre que quiconque parmi les Noldoli met un pied hors de sa place de servitude. Puis, en un temps, Melko rassembla tous ses plus adroits forgerans et sorciers, et de fer et de flammes ils façonnèrent une armée de monstres comme on en vit qu'en ce temps et qui ne seront plus
jusqu'à la grande fin. Certains étaient tout de fer, si adroitement reliés qu'ils pouvaient couler comme de lentes rivières de métal, ou bien s'enrouler autour et par-dessus tout obstacle qui se présentait à eux, et ceux-ci étaient emplis dans leurs intérieurs profonds par les plus sinistres des orques armés de cimetères et de lances. D'autres de bronze et de cuivre reçurent des cœurs et des esprits de feu brûlants, et ils réduisaient en cendres tout ce qui se trouvait devant eux par la terreur de leur souffle, ou écrasaient tout ce qui échappait à leur ardeur. Encore d'autres étaient des créatures de pure flamme qui se tordaient comme des cordes de métal fondu, et ils ruinaient tout tissu dont ils s'approchaient, et le fer et la pierre fondaient devant eux et devenaient comme de l'eau, et sur ceux-ci chevauchaient des balrogs par centaines, et c'étaient les pires de tous les monstres que Melko conçut contre Gondolin. Or, lorsque le 7e été fut passé depuis la trahison de Meglin, et Erendel était encore très jeune, bien qu'un enfant valeureux, Melko retira tous ses espions, car chaque chemin et chaque recoin des montagnes lui était maintenant connu. Mais les Gondotlim, dans leur insouciance, pensèrent que Melko ne chercherait plus à les attaquer, ayant perçu leur puissance et la force imprenable de leur demeure. Mais Idril fut abattu par une humeur sombre et la lumière de son visage fut obscurcie, et ils furent nombreux à s'en étonner. Mais Turgon réduisit ses guetteurs à sa garde jusqu'à leur nombre précédent, et même moins. Et comme vint l'automne et que la cueillette des fruits s'acheva, les gens se tournèrent le cœur joyeux vers les festivités d'hiver. Mais Tuor se tint sur les parapets et contempla les collines encerclantes. Or voici, Idril se tint à ses côtés, et le vent était en ses cheveux, et Tuor pensa qu'elle était de grande beauté, et se baissa pour l'embrasser, mais son visage était triste, et elle dit « Maintenant viennent les jours où tu devras faire un choix. » Et Tuor ne sut pas ce qu'elle disait. Alors, le tirant à l'intérieur de leur maison, elle lui dit la manière dont son cœur la faisait douter, de crainte concernant Erendel, son fils, et du pressentiment qu'un grand maléfice était proche et que Melko en serait la source. Tuor voulut alors la réconforter, mais il ne le put, et elle le questionna concernant le tunnel secret, et il dit qu'il menait à présent à 1 lieue sous la plaine, et à cela son cœur fut quelque peu allégé. Mais encore conseilla-t-elle que l'on accélère le forage, et que maintenant la hâte devait prendre le pas sur la discrétion, car maintenant le moment est très proche. Et elle lui donna un autre conseil, et celui-ci il écouta encore, que certains parmi les plus valeureux et les plus loyaux des seigneurs et des guerriers des Gondotlim fussent choisis avec grand soin, et informés de ce chemin secret et de son issue. Ceux-ci, conseilla-t-elle, devraient être groupés en une garde robuste, et porter son emblème et devenir ses gens, et de faire ainsi, sous le prétexte du droit et de la dignité d'un grand seigneur, de la famille du roi. De plus, dit-elle, je demanderai la faveur de mon père pour cela. En secret aussi, elle confia aux gens que, si la cité venait à sa dernière résistance, ou bien si Turgon venait à être tué, ils se ralliassent autour de Tuor et de son fils, et ils acceptèrent ceci en riant, disant cependant que Gondolin tiendrait aussi longtemps que le Taniquetil ou les montagnes du Valinor. Mais à Turgon, elle ne parla point ouvertement, et ne permit pas que Tuor le fît, comme il le désirait, malgré l'amour et le respect qu'il lui portait, et c'était un roi grand et noble et glorieux, car il faisait confiance à Meglin, et maintenait avec une obstination aveugle sa croyance que Gondolin était imprenable, et que Melko ne cherchait pas encore à l'attaquer, n'y fondant aucun espoir. Or, en ceci, il était encore et toujours encouragé par les paroles rusées de Meglin. Voici, la tromperie de ce gnome était très puissante, car il œuvrait beaucoup dans l'ombre, de sorte que les gens disaient « Il fait bien de porter l'emblème de la taupe sable », et en raison de la folie de certains carriers, et plus encore des paroles faciles de certains de son clan, à qui Tuor avait parlé avec quelque insouciance, il rassembla des connaissances sur l'œuvre secrète et prépara un plan de son cru pour la contrecarrer. Et l'hiver se fit plus profond, et il fit très froid pour ces régions. Le gel passa sur la plaine de Tumladen, et la glace s'installa sur ses étangs. Mais les fontaines jouaient encore sur Amon-Goaret, et les 2 arbres fleurirent, et les gens festoyèrent jusqu'à ce jour de terreur dissimulé dans le cœur de Melko. Ainsi donc cet hiver amer s'écoula, et les neiges s'étendaient de plus en plus épaisses sur les collines encerclantes. Pourtant, en son heure, un printemps d'une splendeur merveilleuse fondit les jupes de ses vêtements blancs, et la vallée en but les eaux et jaillit en fleurs. Ainsi advinrent et se passèrent pour la plus grande réjouissance des enfants les fêtes de Nostnalotion, ou la naissance des fleurs, et les cœurs des Gondotlim furent rassérénés par la bonne promesse de l'année. Et maintenant enfin, cette grande fête de Tarnin Austa ou des portes de l'été approche, car sachez qu'une certaine nuit, leur coutume était de commencer une cérémonie solennelle à minuit, la poursuivant jusqu'à ce qu'apparût l'aube de Tarnin Austa,
Et aucune voix ne brisait le silence de minuit jusqu'au lever du jour, mais il saluait l'aube par d'antiques chants. Depuis des années sans nombre, la venue de l'été avait été ainsi accueillie par une musique chorale depuis le haut de la muraille brillante de l'Est. Et maintenant vient la nuit de veille, et la cité est emplie de lanternes d'argent, tandis que dans les bosquets, sur les arbres aux feuilles nouvelles, des lumières couleur de joyaux se balancent et des musiques basses parcourent les allées, mais aucune voix ne chante jusqu'à l'aube. Le soleil s'est couché derrière les collines et les gens se vêtent pour la fête avec grande joie et grand enthousiasme, regardant vers l'est dans l'expectative. Voici, alors qu'elle s'éclipsa et que tout fut sombre, une nouvelle lumière apparut soudain, et une lueur se fit, mais elle se trouvait au-delà des hauteurs du nord, et les hommes s'émerveillèrent, et une foule se pressa sur les murs et le long des parapets. Puis l'émerveillement se transforma en doute, à mesure que cette lumière s'accrut et se fit plus rougeoyante, et le doute en terreur, lorsque les gens virent la neige sur les montagnes prendre la teinte du sang, et ainsi vinrent sur Gondolin les serpents de feu de Melko. Alors vinrent à travers la plaine des cavaliers essoufflés qui amenaient des nouvelles de ceux qui veillaient sur les sommets. Et ils parlèrent des armées de feu et des formes semblables à des dragons, et dirent « Melko est sur nous ». Grandes furent la peur et la détresse dans cette cité magnifique, et les rues et les allées s'emplirent des pleurs des femmes et des lamentations des enfants, et les places du rassemblement des soldats et du bruit résonnant des armes. Là étaient les étendards lumineux de toutes les grandes maisons et familles des Gondotlim. Vaste était le déploiement de la maison du roi, et ses couleurs étaient le blanc et l'or et le rouge, et ses emblèmes la lune et le soleil et le cœur écarlate. Or, en leur milieu se tenait Tuor, les dominant tous, et sa cotte d'argent luisait. Et autour de lui était une foule serrée de gens les plus valeureux. Voici, tous ceux-ci portaient des ailes, comme de cygnes ou de mouettes, sur leur aume, et l'emblème de l'aile blanche était sur leur bouclier. Mais les gens de Méglin étaient rassemblés au même endroit, et sable était leur harnachement, et ils ne portaient ni signe ni emblème, mais leur coiffe ronde était d'acier et recouverte de peau de taupe, et ils combattaient avec des haches à 2 lames semblables à des masses. Là, Méglin, prince de Gondobar, rassembla maints guerriers à la mine sombre et au regard menaçant à ses côtés, et une lueur ocre brillait sur leurs visages et luisait sur les surfaces polies de leur accoutrement. Voici, toutes les collines vers le nord étaient en flammes, et c'était comme si des rivières de feu coulaient le long des pentes qui descendaient vers la plaine de Tumladen, et les gens sentaient déjà la chaleur qui en émanait. Et de nombreuses autres familles étaient là, les gens de l'Hirondelle et de l'Arche Céleste, et de ces derniers venaient le plus grand nombre et les meilleurs des archers. Et ils étaient déployés sur les parties larges de l'enceinte. Or, les gens de l'Hirondelle portaient un éventail de plumes sur leur aume, et leur parure était de blanc et de bleu foncé, et de pourpre et de noir, et ils montraient une pointe de flèche sur leur bouclier. Leur seigneur était Dwylin, le plus rapide de tous à la course et au saut, et le plus sûr des archers visant sa cible. Mais ceux de l'Arche Céleste, un clan dont la richesse était énorme, étaient déployés en une splendeur de couleurs, et leurs armes étaient serties de joyaux s'enflammant dans la lumière qui remplissait maintenant le ciel. Chaque bouclier de ce bataillon était du bleu des cieux et son ombon un joyau façonné à partir de 7 gemmes, rubis et améthystes et saphirs, émeraude, chrysophrase, topaze et ambre, mais une opale de grande taille était sertie dans leur aume. Egalmoth était leur seigneur, et il portait une mante bleue sur laquelle les étoiles étaient tissées en cristal, et son épée était incurvée. Or, aucun autre des Noldoli ne portait une épée courbe, mais il faisait confiance plutôt à l'arc, et tirait plus loin que tout autre de cette armée. Là aussi étaient les gens du Pilier et de la Tour de Neige, et ces 2 clans obéissaient à Penlod, le plus grand des gnomes en taille. Il y avait là ceux de l'Arbre, et ils venaient d'une grande maison, et leurs vêtements étaient verts. Ils combattaient avec des massues cloutées de fer ou bien avec des frondes, et leur seigneur Galdor était réputé comme le plus valeureux de tous les Gondotlim, hormis Turgon seul. Là se tenait la maison de la Fleur d'Or, qui portait un soleil rayonnant sur son bouclier, et son chef Glorfindel portait une mante tissée de telle manière de fil d'or qu'elle était recouverte d'un motif serré de chelidoine, comme un champ au printemps, et ses armes étaient damasquinées d'un or adroit. Puis vinrent là, depuis le sud de la cité, les gens de la fontaine, et Ectelion était leur seigneur, et l'argent et les diamants étaient leur félicité. Et ils maniaient des épées très longues et brillantes et pâles, et ils partaient à la bataille accompagnés d'une musique de flûte. Derrière eux vint l'armée de la harpe, et il s'agit là d'une légion de braves guerriers, mais leur chef Salgan était un lâche, et il flattait Méglin. Leur attirail était couvert de tasseaux d'argent et de tasseaux d'or, et une harpe argent brillait sur un champ noir dans leur blason, mais Salgan portait une harpe d'or, et lui seul de tous les fils de Gondolin entra dans la bataille à cheval, et il était lourd et trapu.
Or, la dernière des légions était formée des gens du marteau de colère, et de ceux-ci provenait nombre des meilleurs forgerons et artisans, et tout ce peuple révérait Aolé le forgeron, plus que tout autre Aïnu. Ils combattaient avec d'énormes masses d'armes comme des marteaux, et leurs boucliers étaient lourds, car leurs bras étaient très forts. En des jours anciens, ils furent en grand nombre recrutés parmi ces Noldoli qui s'étaient échappés des mines de Melko, et la haine de cette maison envers les œuvres de cet être maléfique et les Balrogs et démons outrepassait tout. Or, leur chef était Rogue, le plus fort des gnomes, et en bravoure, il suivait de peu Galdor de l'Arbre. L'emblème de ces gens était l'enclume frappée, et un marteau lançant des étincelles était représenté sur leur bouclier, et ils se délectaient de l'or rouge et du feu noir. Très nombreux étaient-ils dans ce bataillon, et aucun parmi eux n'avait le cœur timoré, et de toutes ces belles maisons, ils récoltèrent la plus grande gloire durant cette lutte contre la ruine. Pourtant, ils connurent une male destinée, et aucun ne réchappa de ce champ, mais ils tombèrent tous autour de Rogue et disparurent de la terre, et avec eux ont été perdus à jamais force, science et adresse. Voici la manière et le déploiement des 11 maisons des Gondotlim, avec leurs signes et leurs emblèmes, et les gardes de Tuor, les gens de l'aile, étaient comptés comme la 12e. Or, le visage de ce chef est rude, et il ne pense pas vivre longtemps. Et là, dans sa maison, sur l'enceinte, Idril se revêt de mailles, et elle cherche Eärendel. Et cet enfant était en larmes à cause des étranges lumières rouges qui voltaient sur les murs de la pièce où il dormait, et les contes que lui avait narrés sa nourrice Mélette à propos de Melko le Brûlant lorsqu'il se montrait indiscipliné, lui revenaient et le troublaient. Mais sa mère, survenant, l'installa dans une minuscule cotte de mailles qu'elle avait fait façonner en secret, et en ce temps il fut joyeux et très fier, et il s'écria de plaisir. Pourtant Idril pleura, car elle avait grandement chéri en son cœur la douce cité, sa bonne maison, et l'amour entre Tuor et elle-même qui demeura là. Mais maintenant, elle vit sa ruine approcher, et craignit que ses desseins n'échouassent contre la puissance irrésistible de la terreur des serpents. On était encore à 4 heures au milieu de la nuit, et le ciel était rouge au nord et à l'est et à l'ouest, et ces serpents de fer avaient atteint les plats de Tumladun, et ces êtres enflammés étaient sur les plus basses pentes des collines, et les gardes furent pris et livrés aux tourments maléfiques des Balrogs qui dévastaient les environs, sauf tout à fait au sud, là où se trouvait le Cristorn, la faille des aigles. Alors le roi Turgon appela un conseil, et là se rendirent Tuor et Méglin comme ils étaient des princes royaux. Et Dwylin vint avec Egalmoth et Penlod le Grand, et Rogue s'y rendit à grands pas avec Galdor de l'Arbre, et Glorfindel le Doré, et Ectelion de la Voix de musique. Là aussi s'en vint Salgan, tout tremblant devant les nouvelles, et d'autres nobles encore, dont le sang était de moindre noblesse, mais le cœur meilleur. Alors Tuor parla, et tel fut son conseil que l'on fit immédiatement une sortie en masse avant que la lumière et la chaleur ne s'accrussent par trop sur la plaine, et ils furent nombreux à le soutenir, leur avis ne différant que pour savoir si la sortie devait se faire avec l'armée entière et les demoiselles et les épouses et les enfants au milieu, ou bien par divers groupes sortant en multiples directions. Et Tuor tendait vers ce dernier avis. Mais Méglin et Salgan seuls donnèrent un autre conseil, et ils étaient d'avis de se tenir à l'intérieur de la cité et de chercher à veiller sur ces trésors qui y reposaient. Méglin parla ainsi par ruse, craignant qu'un des Noldoli pût échapper au destin qu'il leur avait apporté pour sauver sa propre chair, et il était terrifié à l'idée que sa trahison fût connue et qu'une vengeance le trouvât d'une manière ou d'une autre en des jours à venir. Mais Salgan parla ainsi à la fois en écho à Méglin et étant aussi terriblement effrayé à l'idée de sortir de la cité, car il préférait plutôt combattre depuis une forteresse imprenable que de risquer de rudes coups sur la plaine. Alors le seigneur de la maison de la taupe joua de l'unique faiblesse de Turgon, disant « Voici, ô roi, la cité de Gondolin renferme une richesse de joyaux et de métaux et d'étoffes et de choses qui furent œuvrées par les mains des gnomes pour en faire les objets d'une beauté inégalée. En tout ceci, tes nobles, plus braves me semble-t-il que sages, voudraient l'abandonner à l'ennemi. La victoire serait-elle tienne sur la plaine, ta cité sera pillée, et les Balrogs s'en iront avec un butin incommensurable. » Et Turgon gémit, car Méglin connaissait son grand amour pour la richesse et la beauté de cette cité sur Amon-Gwaret. Encore une fois, parla Méglin, mettant du feu dans sa voix. « As-tu durant des années sans nombre œuvré à la construction de murailles d'une épaisseur imprenable et à la fabrication de portes dont la vaillance ne peut être renversée ? Le pouvoir de la colline d'Amon-Gwaret s'est-il fait aussi humble que celui de la vallée profonde, ou bien le trésor d'armes qui y repose et ses flèches sans nombre sont-elles si peu valeureuses qu'à l'heure du péril, tu abandonnerais tout et sortirais dénudé et à découvert contre des ennemis d'acier et de feu dont les lourds déplacements secouent la terre et dont les montagnes encerclantes résonnent de la clameur des pas ?» Et Salgan frémit à cette pensée et parla volubilement, disant « Méglin parle bien, ô roi, entends-le !»
Alors le roi suivit le conseil de ces deux-là, bien que tous les nobles eussent parlé autrement, non point d'autant plus pour cette raison. C'est pourquoi, à son commandement, tout ce peuple attend à présent l'assaut contre les murs. Mais Tuor pleura et quitta le palais du roi, et rassemblant les hommes de l'aile, passa à travers les rues cherchant son foyer. Et en cette heure, la lumière était forte et sanglante, et il y avait une chaleur étouffante, et une fumée et une puanteur noire s'élevaient depuis les chemins menant à la cité. Et alors les monstres traversèrent la vallée, et les tours blanches de Gondolin rougirent à leur approche. Mais les plus courageux furent terrifiés à la vue de ces dragons de feu et ces serpents de bronze et de fer qui déjà entouraient la cité, et ils leur décochèrent des flèches en pure perte. On entendit alors un cri d'espoir, car voici, les serpents ne peuvent escalader la colline en raison de ses pentes escarpées et lisses comme du verre, et des eaux qui dévalent ces pentes et éteignent les flammes. Mais ils s'étendent à son pied, et une grande vapeur s'élève à l'endroit où les ruisseaux d'Amon-Gwaret et les flammes des serpents se confrontent. Alors se fit une telle chaleur que les femmes s'évanouirent, et les hommes suèrent jusqu'à l'épuisement sous leurs mailles, et toutes les sources de la cité, hormis seule la fontaine du roi, s'échauffèrent et fumèrent. Mais alors Gothmog, seigneur des Balrogs, capitaine des armées de Melko, tint conseil et rassembla toutes ces choses de fer qui pouvaient s'enrouler autour et au-dessus de tous les obstacles qui se présentaient à eux. À celle-ci, il ordonna de s'amasser devant la porte du nord. Leurs grands anneaux atteignirent jusque son seuil et s'élancèrent vers les tours et les bastions qui l'entouraient, et à cause du poids énorme de leur corps, ces portes s'écroulèrent, et grand fut le fracas qui en résulta. Pourtant, la plupart des murs d'enceinte restèrent solides. Puis les engins et les catapultes du roi déversèrent des flèches et des rochers et des métaux fondus sur ces bêtes sans pitié, et leurs corps creux rendirent un fracas métallique sous les coups. Pourtant cela fut en pure perte, car ils ne purent être brisés, et les feux s'écroulèrent sur leurs corps sans les arrêter. Alors ce duo s'ouvrirent en leur milieu, et une armée innombrable d'orques, les gobelins de la haine, s'en déversa dans la faille. Et qui racontera la lueur de leur cimeterre ou bien l'éclat des lances aux lames épaisses avec lesquelles ils poignardaient? Alors Rogue éleva sa voix puissante, et tous les gens du marteau de colère ainsi que le clan de l'arbre avec Galdor le vaillant bondirent sur l'ennemi. Là, les coups de leurs grands marteaux et les chocs de leurs massures résonnèrent jusqu'aux montagnes encerclantes, et les orques tombèrent comme des feuilles. Et ceux de l'Hirandel et de l'Arche déversèrent sur eux des flèches comme les sombres pluies d'automne, et Orc et Gondotlim tombèrent sous la nuée à cause de la fumée et de la confusion. Grande fut cette bataille, mais malgré toute leur bravoure, les Gondotlim, sous la puissance du nombre toujours croissant, furent lentement repoussés vers l'arrière jusqu'à ce que les gobelins tinssent une partie de la cité du nord. À ce moment, Tuor est à la tête des gens de l'aile, en plein combat dans la tourmente des rues, et il gagne à présent sa demeure et découvre que Meglin est devant lui. Confiant dans la bataille maintenant entamée autour de la porte du nord et dans l'agitation de la ville, Meglin avait attendu cette heure pour la consommation de ses desseins. Ayant beaucoup appris du tunnel secret de Tuor, bien que seulement au dernier moment lui fît-il connu et qu'il ne pût tout découvrir, il ne dit rien au roi ou à aucun autre, car c'était sa pensée que certainement ce tunnel se dirigerait finalement vers le chemin d'évasion, celui-ci étant le plus proche de la cité, et il avait dans l'idée de s'en servir pour son bien et pour le malheur des Noldoli. Il envoya très furtivement des messagers à Melko afin qu'il plaçât une garde auprès de l'issue extérieure de ce chemin lorsque l'assaut se ferait. Mais lui-même pensa alors prendre Eärendel et le jeter au feu en bas des murs, et saisissant Idril, il voulait la contraindre à le guider dans les secrets du passage pour échapper à cette terreur de feu et de tuerie et la traîner avec lui vers les terres de Melko. Or Meglin était en grande crainte que même le gage secret que lui avait donné Melko échouât en ce pillage terrible, et il désirait aider cet Aïnu à remplir ses promesses de sauvegarde. Il n'avait nul doute cependant de la mort de Tuor dans ce vaste incendie, car à Salgan, il avait confié la tâche de le retarder dans les chambres du roi et de le pousser directement de cet endroit dans la partie la plus mortelle du combat. Mais voici, Salgan tomba en une terreur comme mortelle, et il chevaucha jusqu'à sa demeure et gisait maintenant à trembler sur son lit. Mais Tuor rentra vers son foyer, accompagné des gens de l'aile. Or, Tuor en décida ainsi, bien que sa bravoure fit un bond au bruit de la guerre pour faire ses adieux à Idril et à Eärendel, et les hâter sous escorte le long du chemin secret avant de s'en retourner lui-même à la bataille pour mourir si cela devait être. Mais il trouva une foule de gens de la taupe autour de sa porte, et ceux-ci étaient les hommes les plus menaçants et les moins bons que Meglin avait pu trouver en cette cité. Pourtant étaient-ils des Noldoli libres, et ils n'étaient point sous la coupe d'un sort de Melko comme leur maître. C'est pourquoi, bien que l'autorité de Meglin les empêchât d'aider Idril, ils n'acceptèrent pas non plus de la toucher pour servir à ses desseins, malgré toutes ses malédictions.
Or donc, Meglin tenait Idril par les cheveux et cherchait dans la cruauté de son cœur à la traîner jusqu'au parapet afin qu'elle vît la chute d'Erendel vers les flammes. Mais il était encombré par cet enfant et elle lutta seule comme elle l'était, comme une tigresse malgré toute sa beauté et sa finesse. Là, lutte-t-il maintenant et il s'attarde au milieu des imprécations tandis que les gens de l'aile s'approchent. Et voici, Tuor lance un cri si puissant que les orques le perçoivent au loin et marquent une hésitation en l'entendant. Comme le fracas d'une tempête, les gardes de l'aile fondirent sur les hommes de la taupe et ceux-ci furent scindés d'un coup. Lorsque Meglin vit ceci, il voulut poignarder Erendel avec une petite dague qu'il portait sur lui. Mais cet enfant mordit sa main gauche, ses dents s'enfoncèrent et il trébucha, son cou porta faiblement, et les mailles du petit Justaucorps détournèrent la lame. Et ce faisant, Tuor fut sur lui, et sa fureur était terrible à voir. Il saisit Meglin par cette main qui tenait la dague, et brisa le bras en le tirant, puis le prenant par la taille, bondit avec lui sur les murs et le lança au loin. Longue fut la chute de son corps, et il frappa Amon-Goaret 3 fois avant de chuter au milieu des flammes. Et le nom de Meglin a disparu dans la honte d'entre les Eldar et les Noldoli. Cette lecture est extraite du roman La chute de Gondolin de J.R.R. Tolkien, disponible en traduction française dans l'édition parue en 2019 chez Christian Bourgois.